Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire du Bonjour à jeudi tous. matin. Bonjour Lucas. Voilà, c'est une grande première pour le cabinet. Une grande première, non pas que ce soit notre premier webinaire, mais c'est le premier webinaire qu'on fait avec l'un de nos partenaires. Et on avait envie effectivement d'un schéma un peu particulier sur une thématique voilà, dont on n'a pas forcément l'occasion tout le temps de parler et de faire intervenir justement un des avocats fiscalistes avec lesquels nous travaillons, donc en la personne de Lucas Drapé et de son cabinet Drapé Associés. Voilà. Oui, merci Philippe, merci à CGP One pour me permettre de présenter d'une part mon cabinet et en plus de ça d'échanger sur ces notions que sont le pacte du travail et la holding justement adaptée au pacte du travail. Top. Rapidement, donc on va se présenter pour ceux qui nous connaissent pas. Alors, rapidement, donc nous on est effectivement cabinet de conseiller en gestion de patrimoine, affilié effectivement sous le site internet gestiondepatrimoine.com. Rapidement, c'est pas le propos, mais donc deux cabinets, plusieurs localisations en France, Toulouse, notre siège principal, Paris, établissement secondaire. On a un autre cabinet effectivement sur Tarbes et quelques quelques bureaux satellites sans ordre particulier, mais à Nantes, Auch et Lille. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui on est géographiquement implanté sur 6 lieux. Notre équipe est composée d'une quinzaine de CGP, donc CGP c'est conseiller en gestion de patrimoine. Également, on s'appuie sur des ingénieurs patrimoniaux, des chargés d'études patrimoniales. On a une équipe de support administratif et commerciaux et effectivement une belle équipe web que je remercie, j'en profite pour remercier pour l'organisation de ce webinaire notamment. Voilà. Donc voilà un petit peu rapidement notre implantation. Qui nous sommes en tant que cabinet de conseil en gestion de patrimoine pour faire une transition et vous permettre de bien appréhender pourquoi ce matin justement on fait un webinaire avec Lucas. J'aime souvent dire que le métier de CGP, donc de conseiller en gestion de patrimoine, c'est ce qu'on pourrait le faire un rapprochement avec des médecins généralistes pour le coup. Et c'est un petit peu comme si ce matin, entre guillemets, on faisait une conférence entre un médecin généraliste et un neurochirurgien ou un chirurgien cardio-thoracique pour vous montrer un petit peu la spécificité de travailler en interprofessionnalité. Nous, notre métier, c'est vraiment d'être global, objectif, impartial, spécialisé sur une situation la plus globale possible et transversale, comme l'indique ce slide, à la fois juridique, fiscale, économique et financière. Ce matin, le sujet qu'on va principalement traiter, ça va être effectivement un sujet plutôt juridique et fiscal. On a eu l'occasion d'organiser notamment d'autres webinaires avec des sociétés de gestion, etc., pour l'aspect plutôt économique et financier. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on fait en tant que conseiller en gestion de patrimoine globalement, notre objectif, ça va être de vous aider à réaliser les vôtres. Effectivement, ça va être de vous accompagner. On va commencer nécessairement par mettre à plat l'ensemble de votre situation patrimoniale, vraiment faire un check-up complet de l'organisation actuelle du patrimoine que vous avez constitué, aussi bien privé que professionnel, de l'ensemble de vos charges, de vos flux entrants et sortants, et de surtout vous accompagner à qualifier et à requalifier vos objectifs pour pouvoir ensuite vous proposer un plan de traitement, un plan de préconisation qui soit adapté à vos objectifs. Bien sûr, on s'inscrit dans la durée, puisque effectivement le métier de CGP, notre métier de CGP, c'est enclencher effectivement une stratégie patrimoniale et surtout la piloter dans le temps, hein, parce qu'une stratégie patrimoniale n'est bonne qu'à partir du moment où elle est débouclée. En cours de route, c'est qu'une agrégation de flux entrants et sortants, donc c'est ultra important d'avoir un accompagnement durable. Voilà. Et enfin, pour faire la transition avec la présentation de Lucas, j'ai voulu mettre effectivement ce petit graphique parce que, comme je le disais tout à l'heure, notre métier, c'est d'être généraliste et un généraliste doit pouvoir s'entourer effectivement de professionnels experts dans des domaines globaux. Nous, on a des compétences qui sont globales, des compétences spécialisées. Un avocat fiscaliste comme Lucas en a, bien entendu, sur des questions très spécifiques. Les experts comptables, les notaires, les sociétés de gestion, les compagnies d'assurance et les banques aussi, bien entendu, avec lesquelles on travaille. Donc voilà, pour schématiser un petit peu qui on est et comment on travaille et surtout pourquoi
ce matin, on fait ce premier webinaire avec Lucas. Lucas, si tu veux. Oui, merci pour cette présenter. présentation, Philippe. Merci également de me présenter comme un spécialiste et comme un neurochirurgien, c'est toujours agréable. Nous, du coup, on est un cabinet d'avocats, une société d'avocats qui est implantée sur Toulouse. On a notre siège social et on a un établissement secondaire aussi à Montpellier. Nous sommes 4 avocats plus 2 juristes et nous traitons exclusivement des opérations de droit des affaires. On est spécialisé en droit des affaires et en droit fiscal et on ne fait que du droit des affaires et en droit fiscal. On ne peut pas s'étendre sur des matières qu'on ne connaît pas forcément ou justement on n'est pas spécialiste ou neurochirurgien justement. Donc, en droit des affaires, on fait du juridique, de la constitution de société jusqu'à la transmission. Donc, transmission, comme on va le voir ici, ça peut être à titre gratuit, avec l'intervention d'un notaire, bien évidemment, ou transmission, cession, on fait des opérations de restructuration, de mise sous holding notamment, et on aide au développement. On est vraiment des acteurs de croissance par rapport aux chefs d'entreprise. Ça, c'est notre première casquette, on va dire droit des affaires, droit des sociétés. Deuxième casquette, c'est le droit fiscal. Nous sommes des purs fiscalistes, c'est notre formation. On est venu après sur le droit des affaires. Au départ, on est en droit fiscal. On fait du conseil comme du contentieux. Alors, on est des avocats conseils, mais on fait du contentieux, qui est une procédure écrite uniquement sur tout ce qui est litige avec l'administration fiscale, notamment sur des opérations de contrôle, redressement, et puis après on va devant le tribunal administratif ou la cour d'appel administrative pour défendre les intérêts des contribuables, bien souvent chefs d'entreprise, parce que 95% de notre clientèle est constituée de chefs d'entreprise. Donc voilà pour ce qui est de notre cabinet. Je pense qu'on va pouvoir de suite mettre en place. Oui, je suis désolé parce que du coup il y a eu un petit bug sur ta présentation. Je ne sais pas pourquoi le texte n'est pas apparu, mais voilà, on enverra la présentation aux participants. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut, Philippe est d'accord, passer directement sur le plan de cette intervention et commencer, on va dire, à échanger sur cette notion de pacte du treuil et on va dire plus spécifiquement sur tous les outils qui sont annexes, qui sont ouverts, notamment la société holding via un pacte du treuil. Voilà un petit peu le plan de la matinée du webinaire qui va nous animer. Donc un gros focus sur le régime en tant que tel, ce qu'on aime appeler le pacte du treuil. On rentrera un petit peu dans le détail de qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quelle est sa portée et surtout l'ensemble des obligations déclaratives. On fera une deuxième partie effectivement un peu plus focus sur des montages un peu spécifiques, etc., etc. Donc voilà. C'est parti. Lucas, le pacte du treuil, c'est quoi? Alors, le pacte du treuil, c'est quoi? Le pacte du treuil, c'est surtout un engagement déjà pris par un chef d'entreprise. Il est régi par les dispositions de l'article 787B du Code général des impôts. Le pacte du treuil, c'est un engagement pris par le chef d'entreprise qui va avoir pour finalité principale d'exonérer le contribuable de 75% en droit de donation, de droit d'enregistrement sur la transmission d'une entreprise. Il faut savoir que quand on fait des donations ou alors dans le cadre d'une succession, on est assujetti à des droits d'enregistrement, des droits de mutation à titre gratuit. Quand on transmet son entreprise logiquement, en général, à sa descendance et à ses enfants, et qu'on respecte l'ensemble des dispositions de l'article 787B du Code général des impôts, on est exonéré à 3/4 de la valeur sur ces droits-là. Donc, c'est quand même particulièrement intéressant pour le coup. C'est extrêmement intéressant. En fait, le législateur a voulu favoriser les transmissions familiales au détriment, on va dire, des transmissions à des tiers, au bénéfice, bien évidemment, de la croissance. Raison pour laquelle le pacte du treuil existe depuis de nombreuses années, mais est de plus en plus libéralisé. On va le voir notamment sur les obligations déclaratives qui ont été assouplies ces dernières années. D'accord. C'est ça la philosophie de la loi au départ. Et ça date de quand, du coup, le pacte du treuil? Tu le sais? On est fin des années 90, début des années 2000, et en fait, il a subi beaucoup de modifications pour des lois de finances, tout simplement pour s'adapter, on va dire, à l'inflation et à la société. Bien sûr. Donc, du coup, ce pacte du treuil est particulièrement intéressant fiscalement et cumulable aussi avec d'autres réductions,
comme c'est indiqué sur le slide, notamment lorsqu'on fait des donations, lorsque le chef d'entreprise donne, lorsqu'il a moins de 70 ans, il y a une réduction supplémentaire à 50% de droits de mutation. C'est des dispositifs qu'on peut cumuler. On pourra cumuler aussi ce dispositif avec le démembrement de propriété. On va parler également de la mise sous holding ultérieurement. On peut aussi parler de, enfin, on verra ça un petit peu plus tard, de l'opération de FBO, justement, de FBO qui permet, là c'est pas vraiment fiscal, c'est plus organisationnel. Mais tout ça pour dire que le pacte du travail est un outil qui permet aussi d'être cumulé avec d'autres outils. Donc comme ce qui est indiqué en dessous, donc ça s'applique aux transmissions à titre gratuit, donations et successions, en démembrement de propriété ou en pleine propriété. Alors, à des membres de sa famille ou à des tiers, mais généralement quand même c'est familial. Et alors, on peut le mettre en place sur des entreprises individuelles, c'est tout à fait possible. En général, la pratique a démontré que ça se faisait surtout sur des sociétés d'exploitation, sur des holdings. Pourquoi? Parce que pour d'autres raisons organisationnelles et des raisons de sécurité, à partir du moment où une société réalise un certain chiffre d'affaires, on passe en société et il y a peu d'intérêt de rester en entreprise individuelle. On voit, là on voit une notion, je pense qu'on y reviendra par la suite, mais une notion de holding animatrice, ça veut dire quoi? Alors, la holding par définition, c'est une société tout simplement qui a pour objet de détenir d'autres sociétés. Elle détient des parts ou des actions de sociétés, généralement d'exploitation, ou même de SCI, mais généralement d'exploitation. C'est son objet, c'est son unique objectif au départ, c'est de détenir ces titres. Sauf que si elle se cantonne à cet objectif, on considère qu'elle est passive. Elle n'a pas d'activité, elle ne fait que avoir des actifs. Par contre, elle peut avoir une activité, une réelle activité qui peut être assimilée fiscalement à une activité commerciale si elle est animatrice. On va en parler après, mais si l'intégralité de la définition qui a été donnée assez récemment par le Conseil d'État est respectée, on peut bénéficier du régime du pacte du treuil sur cette holding, ce qui peut être du coup particulièrement intéressant parce que ça permet de donner plusieurs sociétés d'exploitation en un seul coup, indirectement, en bénéficiant du régime du pacte du treuil et du coup de l'exonération à 75%. Ok, top. Merci Lucas pour cette précision. Est-ce qu'on peut essayer de, voilà, pour que tout le monde puisse y voir un peu plus clair d'un point de vue pratico-pratique, essayer de traiter voilà, un petit exemple qu'on a là à l'écran pour voir voilà, quel est vraiment l'intérêt, on va dire, fiscal et financier de cette solution? Exactement. Alors de manière assez simpliste, mais au moins on voit facilement l'intérêt. Sur l'exemple donné sur la slide, la société TJ est valorisée 500 000 euros. Si rien n'est prévu, donc il faut regarder le schéma à gauche, du coup on prévoit une donation de monsieur A, on suppose sa fille, donc il y a un abattement de 100 000 euros, abattement que vous connaissez sûrement, c'est un abattement en ligne directe de 1 000 euros par enfant et par parent. Donc on la valeur taxable de 500 000 à 400 000. Le montant taxable est de 400 000 si rien n'est fait, rien n'est mis en place, n'a aucun pacte du treuil. On se retrouve avec des droits de donation à hauteur de 78 200 euros pour 400 000 euros donnés en valeur. Si on regarde à droite avec un pacte du treuil, bon, ben, directement, on fait un abattement de moins 60%. Hein, donc, on passe de 500 000 à 125 000 euros. On en rajoute là-dessus l'abattement en ligne directe de 100 000 euros, montant taxable 25 000 euros, alors qu'à gauche, on est sur 400. Droit de donation à payer, 3 200 euros. Je pense que les chiffres parlent par eux-mêmes. C'est assez clair, l'intérêt est assez clair via cette slide. C'est sûr, c'est assez flagrant et on parle bien donc non pas d'une économie de 75% sur les droits à payer, mais d'une diminution de l'assiette taxable pour le coup de 75%, assiette taxable de la société sur la masse. C'est ça qui fait le gros levier, c'est-à-dire que sur ces 500 000 là, on n'utilise que 25% en réalité qu'on passe au barème des droits de mutation à titre gratuit. Oui, exactement. On parle de charge, on va dire, d'abattement de masse imposable, hein, particulièrement. Et ça a l'air super, mais du coup, est-ce que tout le monde peut en bénéficier? Alors non, hein, il faut savoir que c'est un régime exonératoire. Et comme tous les régimes exonératoires en droit fiscal, il faut respecter des conditions strictes. Si une seule fait défaut, cela remet en cause l'ensemble du dispositif.
Et là, on va dire la particularité, c'est que il faut respecter des conditions pendant une durée, on va le voir après, qui est au total de 6 ans. Donc, il y a plusieurs conditions à respecter, dès le début d'ailleurs. Pour pouvoir ouvrir droit à cette exonération fiscale, déjà, il faut parler d'activités éligibles. Activités éligibles, ce sont les activités commerciales, industrielles, agricoles, artisanales ou libérales. On peut rajouter du coup là-dessus la holding animatrice. L'activité éligible n'est pas obligatoirement exclusive, c'est-à-dire qu'on peut avoir bien évidemment une activité accessoire. C'est-à-dire que si une société a une activité commerciale, mais qu'en parallèle, elle gère un petit patrimoine financier ou immobilier, cela n'empêche pas le fait pour la société d'être éligible au pacte du travail. Si certains critères, bien évidemment, sont remplis. Les critères qui sont indiqués sur la slide, il faut qu'il y ait plus de 50% du chiffre d'affaires total éligible et plus de 50% du montant de l'actif brut affecté éligible. Il faut surtout parler, à mon avis, d'activités non éligibles. Les activités non éligibles, c'est vraiment les activités qui ont pour but de faire développer le patrimoine d'une société sans qu'il y ait d'exploitation. On parle vraiment là de sociétés, par exemple, civiles, qui ont pour but de développer le patrimoine immobilier, ou alors même si ce n'est pas immobilier, des sociétés civiles classiques pour développer un patrimoine financier. Là-dessus, on ne pourra pas parce qu'on considère justement que c'est patrimonial et que ce n'est pas une entreprise d'exploitation. L'activité éligible doit être permanente et réelle pendant toute la durée du régime. On va parler du régime après parce qu'il y a plusieurs engagements à prendre. Il y a un engagement collectif et un engagement individuel. Voilà, ça dure 6 ans en tout. On va en parler, mais il ne faut pas, on va dire, que cette notion d'activité éligible soit perdue au cours de ces engagements. Ok. D'où le fait que voilà, on doit être sur une activité permanente réelle pendant toute la durée du régime. Exactement. Alors, juste petit point, je sais qu'on y viendra après, mais c'est un peu en lien avec cette slide. Jurisprudence extrêmement récente du 25 mai 2022 par rapport aux animatrices. Donc voilà, particulièrement récent, il faut se mettre à jour. Hein. Cette jurisprudence a été rendue par le Conseil d'État, donc je veux dire, il faut bien évidemment en prendre note, ça fait argument d'autorité. Il s'avère que l'activité éligible pour les holdings animatrices, c'est le fait d'être animateur. C'est-à-dire que lorsqu'on prend l'engagement, il faut que la société holding soit animatrice. Très récemment, le Conseil d'État a indiqué que si la société holding animatrice, on ne parle que de société holding animatrice, je ne parle pas d'activité, si elle perd son caractère animateur pendant l'engagement individuel, on va parler après de l'engagement individuel, cela ne remet pas en cause le régime. C'est un petit peu une révolution par rapport à ce qu'on vient de dire, parce qu'on vient d'indiquer que l'activité éligible doit être permanente et réelle. Là, pour le coup, on a un revirement. Alors, par contre, sur les commentaires qui sortent de cette jurisprudence, on s'attend très rapidement à une loi de finances pour 2023 qui risque de contrecarrer cette jurisprudence parce qu'elle est trop permissive, elle est vraiment rendue en faveur du contribuable parce que sinon c'est trop facile. On a une activité, une holding animatrice, si elle perd son rôle animateur, ben, on ne respecte pas l'ensemble des conditions du Code général des impôts. On en discutera après, c'était un petit focus par rapport à Ouais, avec plaisir. Et tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait des activités donc, qui étaient non éligibles. Bah, typiquement, nous, on est assez concernés parce que c'est vrai qu'il y a parfois certains de nos clients qui font bah, voilà, de la gestion de leurs propres actifs mobiliers à l'intérieur d'une société pour le coup, ou alors qui ont une société qui gère son propre patrimoine immobilier. Et pour toi, du coup, enfin pour toi, par rapport au dispositif, en tout cas, ces activités-là sont exclues du régime, c'est ça? Oui, elles sont exclues par l'article 787B du Code général des impôts. On favorise vraiment les activités opérationnelles, c'est-à-dire les activités qui sont en faveur de croissance. Et à partir du moment où on favorise le développement du patrimoine personnel de la société, on ne bénéficie pas de ces dispositions. D'accord, ok, très, très clair. On avait dit qu'on reviendrait parce qu'effectivement, il y a plusieurs types d'engagement. Tu nous l'as dit, engagement collectif. Il y a des notions d'engagement individuel aussi qui doivent être pris effectivement derrière, des durées différentes et des notions de fonction de direction sur l'intégralité entre guillemets de la durée
d'engagement. Précisément, voilà, si on devait faire une timeline à peu près, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur voilà, qu'est-ce qui doit être fait, quand, comment et pourquoi? Bien sûr. Alors, sur le pacte du travail, les schémas sont particulièrement nécessaires parce que il y a des phases, il y a un calendrier à respecter, il y a des obligations et des conditions. Le pacte du travail, c'est quoi? C'est un engagement collectif au départ de conservation. C'est-à-dire que initialement, vous voulez que le chef d'entreprise prenne l'engagement de conserver les titres de sa société pendant une durée de 2 ans. Alors, c'était un engagement collectif. Depuis 2019, on parle aussi d'engagement unilatéral parce qu'on a ouvert le régime du pacte du travail aux sociétés unipersonnelles. Parce qu'un engagement collectif pris par une seule et même personne, en réalité, il Pas n'y avait vraiment pas. collectif. Voilà. Il n'y avait pas vraiment collectif. Et puis surtout, ils n'y avaient pas droit. Ils n'avaient pas droit au régime du pacte du travail. Alors que l'entreprise individuelle y avait droit. C'était un petit peu absurde. Donc, ils sont revenus un petit peu là-dessus. Et maintenant, on parle soit d'engagement collectif, soit d'engagement unilatéral de conservation pris par le propriétaire des titres qui seront transmis logiquement à ses enfants. Cet engagement de conservation est pris sur un pacte qu'il faut enregistrer aux impôts. Ça fait partie des obligations déclaratives. En gros, c'est comme une attestation. On s'engage de conserver des titres. Mais il y a là aussi quand même des obligations sur cet engagement collectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un engagement, par exemple, sur un seul titre. Il y a des seuils à respecter, des seuils minimums. Des seuils minimums qui sont différents en fonction des sociétés cotées ou non cotées. Mais si on parle de sociétés non cotées, c'est 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Les droits financiers, c'est les droits aux bénéfices, le droit de vote, c'est le droit de l'Assemblée générale. Pour les sociétés cotées, vous le verrez sur la slide, vous le voyez à l'heure actuelle, on parle de 10% des droits financiers et 20% des droits de vote. C'est décorrélé, ces droits financiers et droits de vote, parce que alors, généralement, le pourcentage de droits de vote est égal au pourcentage des droits financiers, mais il peut arriver que dans des pactes d'associés, il y ait des actions de préférence, par exemple, avec des votes doubles, ou même un pacte d'associés qui prévoit une clause de répartition inégalitaire des bénéfices. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, ça diffère. Quoi qu'il en soit, cet engagement collectif doit porter sur au moins ces actions-là. Ces seuils doivent être respectés. Si pendant cet engagement collectif, on veut mettre des actions supplémentaires, il faut le délai de l'engagement collectif repart à 0, sauf en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserve, parce qu'on va dire que les actions nouvelles sont issues des actions anciennes. On considère du coup qu'elles sont acquises depuis une date. Mais ça veut dire quoi du coup? C'est-à-dire qu'il faut faire un deuxième pacte du trade sur d'autres pourcentages de détention de la société ou il faut reprendre entre guillemets le pacte du trade d'origine? On fait un avenant, on peut faire un avenant, on peut refaire un nouveau pacte, mais en tout cas, il faut respecter la durée de 2 ans. La durée de 2 ans, d'ailleurs, est à partir de l'enregistrement aux impôts. Ok, très clair. Pour l'engagement collectif, alors l'engagement collectif, il est forcément pris, bien évidemment, par le donateur ou le défunt, hein, si on est dans le cadre d'une succession. Il est également pris par un des donataires en parallèle, mais ce n'est pas vraiment une obligation. Pendant cet engagement collectif, il faut procéder à la transmission. Alors, dans les 2 ans, il faut savoir que si c'est après les 2 ans, ce n'est pas grave, c'est tacitement reconduit cet engagement collectif tant que les conditions sont réunies, qui sont l'activité éligible et les pourcentages de conservation de titres. C'est-à-dire qu'on peut faire la donation après 3 ans, c'est ça? Oui, à partir du moment où les critères de l'engagement collectif sont respectés. Donc, ensuite, on fait du coup cette transmission, hein, on passe devant un notaire, on fait une donation, ou alors s'il y a décès, c'est dans le cadre de la succession qu'il y a une transmission aux enfants. Cette transmission, c'est ici qu'on bénéficie du coup de cet abattement de 75%, abattement dont on a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini dans la mesure où ceux qui reçoivent doivent prendre des engagements individuels de conservation pendant 4 ans. D'accord, c'est ce qu'on voit ici. Sur la deuxième partie, entre guillemets, il y a 4 ans effectivement d'engagement individuel de conservation. C'est-à-dire qu'on peut pas, celui qui reçoit par donation ne peut pas revendre, entre guillemets, ses parts dans ce délai-là, c'est ça?
Et non, pas du tout. Il n'a pas le droit, de céder, sinon c'est remettre en cause l'exonération des 75%. Donc il y a une sorte de rétroactivité après fiscale qui revient, mais il a cédé. Bon, mais pour le coup, on perd le bénéfice de l'exonération. C'est quelque chose, on va dire, d'assez logique dans l'esprit, parce qu'on favorise les transmissions familiales, mais il faut bien que les enfants, du coup, reprennent l'entreprise familiale. Parce que si, au final, il y a donation pour revendre juste derrière, ben, tout l'esprit de l'article 787B est faussé. Mmh. Il doit prendre un engagement individuel de conservation pris dans l'acte de donation ou dans la déclaration de succession, en termes de formalité. Ok. Alors, il y a quand même un troisième élément, il y a l'engagement collectif et l'engagement individuel. Tout mis bout à bout, cela fait 6 ans, 2 ans de collectif, 4 ans d'individuel. Mais pendant l'engagement collectif et suite à la transmission pendant l'engagement individuel, il faut quand même qu'il y ait des fonctions de direction à exercer. C'est-à-dire que pendant l'engagement collectif, le donateur ou le défunt doit avoir été mandataire social de la société. Mandataire social, c'est-à-dire soit gérant de la SARL, soit président ou directeur général d'une SAS ou d'une SA, d'une société par action. Après la transmission, il peut rester mandataire social, le dirigeant, mais il faut aussi que celui qui reçoit, les donataires plutôt, reprennent aussi ses fonctions, reprennent ses fonctions de direction. Et il faut qu'ils les reprennent de manière effective et prépondérante. Et ça, ce délai doit être, cette fonction, pardon, doit être exercée en tout pendant 3 ans, dans le cadre de l'opération du pacte du Treuil. 3 ans, c'est 3 ans dans le cadre de l'engagement individuel? Non, Ou c'est c'est 3 ans. 1 an? C'est 3 ans en tout. Sur les 6 ans, c'est 3 ans. Non, 3 ans en tout. Il faut avoir exercé cette D'accord. activité. Par contre, il faut vraiment prendre, c'est là toute la spécificité, la précision qu'il faut avoir, c'est que cette fonction doit être prépondérante. C'est-à-dire que l'enfant qui reçoit l'entreprise individuelle via le pacte du Treuil doit réellement exercer son activité au sein de cette société. Il ne peut pas, on va dire, avoir un poste de président ou de gérant, mais en fait être salarié dans une autre entreprise. Ça doit être, on va dire, son activité principale. C'est très regardé en jurisprudence à ce niveau-là. S'il n'exerce pas réellement son activité principale, s'il n'en tire pas la majeure partie de ses revenus en fonction d'un faisceau d'indices, il peut y avoir remise en cause du pacte du Treuil. Ok, top. Alors, Ouais, tu veux poursuivre sur cette dynamique? euh, J'ai une question du coup, mais qui fait parfaitement le lien avec le slide d'après, sur la notion d'engagement réputé acquis, notamment. exactement. Alors, si on a été pris, on va dire, un petit peu par les délais, on se rend compte que l'ensemble, on va dire, des conditions du pacte du Treuil sont respectées, mais qu'on n'a pas pris d'engagement enregistré aux impôts, mais qu'on aurait pu en bénéficier et qu'on a envie de donner tout simplement les parts sociales ou les actions de la société à un de ses enfants, il existe le pacte du Treuil réputé acquis. On verra que toutes les conditions sont réunies, comme il est indiqué sur la slide, c'est-à-dire détention depuis 2 ans, puisque l'engagement collectif portait sur 2 ans. Ensuite, le quota requis, 34% ou 20% des titres pour les sociétés non cotées. Et par contre, il faut là obligatoirement que le donateur ait exercé son activité dans la société pendant au moins 2 ans. Là, ben, du coup, on fait fi de l'engagement collectif. On passe directement à l'engagement individuel dans l'acte de donation. On gagne 2 ans en réalité sur cet élément-là, si on n'a pas pensé à faire cet engagement collectif. Donc là, ça permet, on va dire, de gagner un petit peu en délai et surtout de donner directement avec cette exonération. Il existe également un engagement post-mortem dans le cadre d'une succession qui permet de bénéficier des dispositions du pacte du Treuil après décès, mais là on repart sur une période de 6 ans, c'est-à-dire que c'est les donataires, Ouais. les successeurs, les héritiers, qui vont prendre l'engagement collectif, puis l'engagement individuel de conservation pour pouvoir bénéficier et surtout ne pas avoir de remise en cause des dispositions du pacte du Treuil. Ouais. Ça peut clairement valoir le coup compte tenu des pourcentages, des sommes parfois en jeu. Ok pour ça.
Très clair. Si on devait, schématiser un petit peu la ligne de tout ça, on a mis en avant 2 slides pour que ce soit un petit peu pratique pour vous qui nous écoutez ce matin, et plutôt visuel, parce que c'est vrai que c'est des notions, ça fait beaucoup de notions, ça fait une notion de durée, ça fait une notion de pourcentage, etc., etc. Voilà, on a voulu effectivement utiliser ces 2 schémas-là. Donc un premier schéma sur le pacte signé, un deuxième sur le pacte réputé acquis. Qu'est-ce que tu veux ajouter de particulier sur ces schémas peut-être? Alors, ces schémas sont particulièrement clairs, ça résume exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que si on part de la gauche, on a un engagement collectif pris, c'est le pacte du travail, du coup, de conservation pendant 2 ans. On voit qu'il y a la ligne en trait rouge qui est la transmission, du coup, exonérée pendant l'engagement collectif. Mhm. Ensuite, l'engagement collectif, ben, du coup, on voit qu'on passe à un engagement individuel de conservation pendant 4 ans. Et à l'issue des 4 ans, du coup, on a une exonération définitivement acquise si l'ensemble des conditions ont été réunies pendant ces 6 ans. Et en parallèle, du coup, c'est la flèche d'en dessous, c'est l'exercice des fonctions de direction. Et on voit très bien qu'avant la donation, c'était du coup le donateur. Et après la donation, ça peut être le donateur, ou s'il y a de la cohérence, par exemple, l'un et l'autre pendant 3 ans. Ok. Ok. Donc ça c'est très clair. Et sur la notion de pacte du coup réputé acquis, Alors, là c'est un peu plus justement, complexe quand même. c'est un petit peu plus complexe, mais on voit bien que la flèche a été un petit peu barrée pendant l'engagement collectif, puisque les conditions euh, ont été prévues. Euh, on va dire qu'après, sur le reste, sur l'engagement individuel, c'est à peu près la même chose, c'est la fonction de direction à exercer pendant 3 ans. Mais par contre, ce qu'il faut regarder, c'est en dessous, c'est par rapport aux fonctions de direction. Euh, la direction par le donateur doit avoir été exercée pendant 2 ans minimum avant la transmission. C'est une condition stricte du pacte réputé acquis. Ok. Ok, super. Très très clair. Là, il y a une petite notion, parce qu'on a parlé plutôt de fonction de direction, etc. Il y a quand même une notion qui mériterait peut-être précision sur l'activité professionnelle principale pour des sociétés allières, parce que j'ai l'impression que tu nous parlais surtout de fonction de direction de sociétés plutôt alliées. Est-ce qu'il y a des petits trucs à dire particuliers sur les sociétés allières? Alors, société allière, c'est en gros tirer la majeure partie de son résultat fiscal via un BIC ou BNC ou un bénéfice agricole, hein, elles sont éligibles aussi. Donc voilà, c'est tout simplement être dévoué à son activité principale. On ne parle plus de transmission de titres, mais bien évidemment de transmission de fonds de coopérative, de fonds libéraux, de fonds agricoles. Il faut bien évidemment que cette activité soit prépondérante par Ok, rapport aux éventuelles activités. Par exemple, enfin, on peut prendre l'exemple par exemple de la location meublée ou des revenus fonciers. Il ne faudrait pas que ces revenus soient supérieurs aux revenus imposables tirés d'une activité BIC, BNC ou BA. c'est ça la notion de prépondérance dont tu nous parles? C'est cette notion-là? C'est une notion de supérieur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 50% à peu près? Ou c'est plus? En fait, c'est un faisceau d'indices, hein, c'est-à-dire qu'on étudie ces questions-là uniquement s'il y a un contrôle de l'administration fiscale, mais ça fonctionne par faisceau d'indices. Et le critère supérieur sur ce faisceau d'indices, c'est la rémunération. Entendu. C'est cool, très clair. Euh, il me semble important parce que c'est pas mal de notions, qu'on revienne sur ce qu'on se disait un petit peu tout au début sur vraiment la portée de l'exonération. Est-ce que du coup le montant est limité parce qu'on parle de abattement de 75% sur l'assiette de taxation. Est-ce que on parle de sociétés de 500 000 tout à l'heure sur l'exemple, parce que ça marche aussi pour des sociétés de 10 millions, 100 millions et plus. Mais voilà, quelle est un petit peu je dirais la teneur de cette exonération? Alors, l'exonération est à 75%, ça, vous l'avez bien tous compris. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a aucun plafond sur cette exonération. Ça peut être 10 millions de SMIC comme 200 000. On bénéficie du pourcentage sur cette exonération. Ça porte sur l'ensemble des titres, sur l'ensemble des titres soumis aux engagements, bien évidemment, mais ça porte sur l'ensemble. Il y a juste 2 petites exceptions, c'est que bien évidemment la valeur des comptes courants d'associés ne sont pas pris en compte. Et ensuite, par rapport aux locaux d'exploitation, il y a aussi là une distinction, il faut les sortir de la valeur. Mais quoi qu'il en soit, le 75% s'applique sur la valeur globale. Alors, Entendu.
Du coup, on peut mettre en lumière à ce niveau-là le fait de démembrer les titres. Le fait de démembrer les titres, le démembrement de propriété, on sort un petit peu du régime du pacte Dutreil, mais vu qu'on peut cumuler le régime du démembrement avec le pacte Dutreil, qui sont deux dispositifs fiscaux particulièrement intéressants, il convient d'en parler. Le démembrement de propriété, c'est séparer la propriété en plusieurs pouvoirs. La propriété, c'est trois pouvoirs. C'est l'usus, le fructus, l'abusus. Donc voilà, Ah, tu nous fais un cours de latin le jeudi matin. Non, ça fait plaisir. Alors, l'usus et le fructus, c'est le pouvoir d'user de la chose et d'en récolter les fruits, c'est l'usufruit, usus fructus. Et ensuite, il y a l'abusus, c'est le pouvoir d'en disposer, notamment le pouvoir de vendre. Il est tout à fait possible de séparer l'usufruit, du coup, le pouvoir de disposer de la chose, de la nue propriété, et de transmettre à ses enfants uniquement la nue propriété. La valeur de la nue propriété est calculée en fonction de barèmes établis par le Code général des impôts, article 669, et établi en fonction de l'âge de l'usufruitier. Plus l'usufruitier est âgé, moins il est intéressant de réaliser un démembrement de propriété. On verra après, il y a une slide dédiée à cela. Donc, juste pour porter de la portée de l'exonération, la portée de l'exonération porte en gros sur les droits transmis. Les droits transmis. Si on transmet la nue propriété des titres, l'exonération joue sur la nue propriété des titres. Mais dans la mesure où il y a un démembrement, en cas de décès ultérieur, l'usufruit va rejoindre la nue propriété pour former la pleine propriété nette d'impôt. Donc, on peut cumuler d'une part le pacte Dutreil à 75% d'exonération sur la nue propriété transmise des titres, avec le démembrement de propriété qui viendra rejoindre, l'usufruit viendra rejoindre la nue propriété nette d'impôt. Donc, double dispositif. Une sorte de fusil à deux coups. Exactement. Top. Qu'est-ce que tu peux nous dire, par exemple, sur la donation partage avec Soult? Alors là aussi, on va en parler après. Il faut surtout, et là, pour le coup, le régime n'est pas tant fiscal, mais plus organisationnel et paiement de la Soult. C'est l'opération plutôt de FBO, Family Buyout, qui permet tout simplement de recevoir, lorsqu'il y a deux enfants par exemple, et qu'un seul est destiné à reprendre l'entreprise, l'enfant qui reprend l'entreprise va recevoir sous le régime du pacte Dutreil les titres exonérés à hauteur de 75%, mais avec une soult, la charge pour lui de rembourser du coup le deuxième enfant. Pour pouvoir rembourser ce deuxième enfant, il pourra tout simplement apporter les titres à une société holding qui s'endettera pour payer la soult au deuxième enfant. Et donc, du coup, via un emprunt bancaire. Et l'emprunt bancaire lui-même sera éventuellement, et ça, il faut faire des prévisionnels comptables là-dessus, remboursé par les dividendes de la société d'exploitation, reversés directement à la société holding via le régime mère-fille. On en discutera un petit peu plus tard. Ah oui, ça a l'air intéressant, mais effectivement, ça mérite qu'on y revienne un petit peu tout à l'heure. Ok, merci pour ce point-là sur vraiment la portée de l'exonération et toutes les conséquences que ça peut avoir. Un autre point, effectivement, qui me semblait aussi important, voilà, tu as parlé un petit peu d'obligations déclaratives, que je suppose, ça c'est effectivement assez rigoureux dans la mise en œuvre, parce que l'administration fiscale, c'est rare qu'elle offre des cadeaux comme ça, donc il faut un process qui soit très suivi. Qu'est-ce qu'on peut dire particulièrement là-dessus? En quoi c'est complexe et ce sur quoi surtout il faut être particulièrement attentif? Alors, il faut savoir déjà dans un premier temps que ça a été allégé par rapport à avant, mais qu'il faut quand même respecter les obligations déclaratives. La première, c'est l'engagement collectif. C'est ce qui matérialise un petit peu le pacte. L'engagement collectif, il faut l'enregistrer aux impôts. C'est à partir, d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, de cette date que commence à courir cet engagement. Donc, c'est au tout début de la frise que vous voyez juste en face de vous, l'enregistrement du pacte aux impôts. Ensuite, il y a la transmission des titres. Donc, la transmission de titres, elle est prise par acte authentique via donation de notaire ou alors dans une succession. Donc forcément, là, il y a une déclaration aux impôts. Tous les actes authentiques sont transmis aux impôts. Et en plus de cela, dans cet acte authentique, on prend généralement, on met fin à l'engagement collectif et c'est ici que prennent les héritiers ou les donataires l'engagement de conservation individuelle.
Donc là aussi, en termes de formalisme, il y a en gros déclaration aux impôts de prise d'engagement individuel. D'accord. Auparavant, chaque année, il fallait faire des attestations, jusqu'en 2018 ou 2019. Il fallait faire des attestations aux impôts disant je certifie, dans le cadre d'un engagement collectif, détenir 34% des droits de vote et des droits financiers dans la société qui sont soumis aux dispositions de l'article 787b du Code général des impôts. C'était particulièrement lourd, pas forcément respecté, mais voilà, on respectait les conditions, mais le formalisme n'était pas respecté. Bon, les pouvoirs, le législateur a décidé de mettre fin à ces obligations et se cantonne, on va dire, à ces deux, deux enregistrements. Puis, lors de la fin de l'engagement individuel, il faut prévenir l'administration fiscale comme quoi c'est terminé. L'administration, en cas de contrôle, peut demander les attestations. Voilà, c'est tout ce qu'elle peut faire. Mais il n'y a plus d'obligation derrière ça. Donc, voilà, il y a réellement 3 obligations déclaratives. La première, qui est l'enregistrement des pactes. La deuxième, qui est la transmission avec prise d'engagement individuel. Et la troisième, fin d'engagement individuel, c'est informer l'administration fiscale comme quoi c'est terminé. D'accord. Si jamais on n'informe pas, parce qu'on pense que ça coule de source, ça peut remettre en cause l'exonération du trail? Alors, c'est pas que ça la remet en cause, c'est que les délais ne courent pas, les délais d'engagement. D'accord. Si on n'enregistre pas le pacte à l'initial, le délai de 2 ans d'engagement collectif ne court pas et il faudra attendre encore plus longtemps pour pouvoir bénéficier des dispositions. Ok. Ok. Non, mais je pensais ici particulièrement plutôt à la fin de l'engagement des 4 ans, l'engagement individuel. C'est un acte à faire spécifiquement pour le coup et à signaler vraiment à l'administration. On peut pas le laisser couler parce que sinon ça fonctionne pas. Non, il faut le signaler. Il faut le signaler. Ok. C'est très important d'être suivi et accompagné tout au long de ce type de procédure-là, voilà, par ton cabinet, parce que effectivement, c'est quand même essentiel, surtout si c'est rigoureux et il faut pas passer à côté entre guillemets une exonération comme ça. Donc être bien suivi, être bien accompagné, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur du long terme, c'est super important. Exactement. Exactement. Top. Merci Lucas du coup pour cette première partie qui j'espère voilà, permettre effectivement à nos auditeurs de voir un peu plus clair sur tout ce régime du pacte du trail et de cette fameuse exonération. Si on rentre un peu dans le détail maintenant de quelques mécanismes, quelques moyens d'aller chercher un peu de levier sur des montages ou d'organisation simplement patrimoniale parfois. Alors on a fait une partie effectivement sur le montage de société holding. Voilà, l'intérêt de la création de société holding, il est multiple. Il peut être pour des questions structurelles, il peut être pour des questions de développement, il peut être pour des questions familiales, il peut être pour des questions de cash out, etc., etc. Bref, c'est quand même un vaste sujet. Et le pacte du trail, là-dedans, il peut trouver un petit peu son mot à dire. Il peut trouver un sens pour pouvoir cumuler, entre guillemets, les avantages des montages leveragés avec des holdings, notamment, de l'exonération de 75%. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit échange ensemble par rapport à ça. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de notions de holding animatrice, etc. Mais avant d'aller jusque là, si on prend un peu de hauteur macro entre guillemets, déjà qu'est-ce qui fait qu'on est amené à créer une société holding? Quels sont un petit peu, quels peuvent être rapidement hein, les avantages en amont de réfléchir à travailler sur des notions de pacte du trail cumulé. Alors, créer une holding, comme tu l'avais dit, peut avoir plusieurs raisons. Des raisons organisationnelles, des raisons fiscales, des raisons patrimoniales, transmissives, de gestion. Je pense une holding passive, une holding animatrice, comme on en a parlé et comme on va en reparler. Donc, créer une holding, vraiment, beaucoup d'intérêt, mais surtout, ça aide au développement. C'est-à-dire que créer une société holding, en général, c'est parce qu'on a plusieurs activités ou parce qu'on veut se servir de la trésorerie d'entreprise pour aussi investir dans d'autres sociétés, qu'elles soient patrimoniales ou qu'elles soient d'exploitation. Donc, généralement, comment on fait? On a une société d'exploitation, comme tout, on va dire, entrepreneur, et on peut faire une mise en holding, soit via une cession de titres, soit par apport de titres, et dans ce cadre-là, on peut avoir un report d'imposition de plus-value via le régime de l'article 150 OBTR,
Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais on aurait beaucoup à dire sur ce. Ça sera peut-être l'objet d'un prochain webinaire d'ailleurs. Tu me donnes une idée. Il y a quand même là-dessus, sur la mise en holding, il y a des opportunités fiscalement négligeables en plus là-dessus, notamment sur du cash. Donc, une fois qu'on a créé cette société holding, qu'on a filialisé la société d'exploitation, on a un outil, hein, on va dire, un petit peu plus patrimonial, hein, qui n'est pas vraiment professionnel, hein, un outil d'investissement. Cette holding peut après investir dans d'autres sociétés, elle peut investir dans de l'immobilier, elle détient au final des filiales, détient des sociétés. Mais cette holding, pour faire maintenant un petit peu le parallèle sur le pacte du Treuil, si elle ne fait que détenir des sociétés, n'est pas éligible au pacte du Treuil. On ne peut pas donner les titres d'une holding du coup passive dans le cadre du pacte du Treuil. Ok, cette fameuse notion de holding animatrice, holding passive, qui est super importante. Exactement, exactement. Il faut la rendre animatrice. C'est pas si facile que ça, parce qu'en fait, il faut lui donner des prérogatives. Et pour ça, il faut avoir il faut qu'elle ait une réelle activité. Et cette activité, elle a enfin, maintenant, ça fait quelques années, elle a été définie par le Conseil d'État, qui a été réuni en assemblée plénière en juin 2018. Avant, il n'y avait pas de définition légale. D'ailleurs, là, on n'est pas sur du légal. Hein. Le Code général Mm. des impôts ne prévoit pas cette définition. Mais le Conseil d'État s'est mouillé en 2018 et a repris un petit peu la définition proposée par la doctrine administrative. Et en gros, vous l'avez sous les yeux, la holding animatrice, outre la gestion d'un portefeuille de participation, doit participer activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et, donc ça c'est la première condition, et rend, le cas échéant, hein, à titre purement interne, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas faire de prestation de services pour des sociétés tierces, c'est une obligation, des services spécifiques à destination des filiales. Et là, elle les liste, services administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers. En gros, tout ce qui ne touche pas à l'exploitation pure et dure des sociétés, il faut que ce soit la holding qui le mette en place pour son groupe de sociétés et qu'elle le facture via des prestations de services à ces sociétés filiales. À partir de ce moment-là, ça se fait via des contrats, via des conventions d'animation hein, de groupes de sociétés, des conventions de mandat social aussi, on peut éventuellement en parler, des prestations de services administratifs, juridiques, comptables, comme c'est indiqué. On va dire, avoir la validation pour pouvoir faire une donation des titres de la société holding sous le régime du pacte du Treuil, parce qu'on considère qu'elle a une activité un petit peu commerciale, cette société holding. Et du coup, elle devient éligible. Ok, très clair. Il y a une notion je vois de chiffre d'affaires total, d'actifs bruts affectés, etc., etc. Ça, c'est vraiment figé dans le marbre, entre guillemets. Alors, c'est toujours un critère de faisceau d'indices là aussi, mais il faut qu'elle ait une activité opérationnelle éligible et bien évidemment que plus de 50% de son chiffre d'affaires et des montants de l'actif brut de la société holding, hein, c'est là où on parle vraiment de la société holding, soit affecté à son activité d'animation. Voilà. Il faut vraiment considérer cette société comme en réalité une société d'exploitation, d'animation de groupes de sociétés. Alors, il y a sur cette slide en dernier point la jurisprudence récente dont j'ai fait état tout à l'heure, qui est un petit peu une révolution à ce niveau-là, concernant la durée d'éligibilité hein, de la société holding. Normalement, le critère principal, c'était que pour donner droit à la réduction du treuil, il fallait que la société soit éligible pendant l'ensemble de la durée, c'est-à-dire les 6 ans, et le Conseil d'État, la Cour de cassation plutôt, est revenu sur ce point et a indiqué que si la société n'est plus animatrice pendant pendant l'engagement individuel de conservation, elle ne perd pas, on ne remet pas en cause le régime du pacte du trade. Cette jurisprudence est rendue en faveur du contribuable et comme ce que je disais également tout à l'heure, le législateur risque de se prévaloir de cette jurisprudence et de la contrecarrer, mais ça on ne le saura qu'à la prochaine loi de finances, malheureusement. Entendu. Euh, et du coup, par rapport à l'exonération du trait justement, comment ça se passe, un peu dans les faits, le fait qu'on soit une ligne animatrice ou une ligne passive du coup, par rapport à la notion d'exonération et à l'assiette de cette exonération.
Alors, la holding animatrice, on peut donner les titres de la holding, du coup, il n'y a aucun problème à partir du moment où on y est. Par contre, il y a des règles particulièrement spécifiques. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail parce qu'on n'y est pas, mais en cas de société interposée, on peut, on va dire, bénéficier du régime du pacte du treuil si on est en cas de holding passive via une formule de calcul, en réalité en fonction de la valeur des sociétés filles, sur le régime de la société interposée. Si les sociétés respectent l'ensemble des conditions de l'article 787B. Ok, très, très clair. Merci pour cette précision sur ces notions qui sont quand même pas forcément toujours évidentes de ligne animatrice, ligne passive, etc. etc. On a un exemple sur la slide d'après, pour le coup, voilà, d'un schéma de montage avec une ligne animatrice. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire de particulier sur une solution comme ça? Alors, du coup, je pense que ce schéma est en lien également avec la slide suivante, c'est-à-dire qu'on a une holding animatrice qui est détenue par deux personnes, monsieur A, monsieur B, 70%, 30%, avec une valorisation de 10 millions d'euros. Si on met en place le pacte du treuil et l'engagement collectif par rapport à monsieur A, on considère que les droits financiers et les droits de vote sont au même pourcentage. Dans ce cas-là, sur la société non cotée, monsieur B ne sera pas éligible. Mais par contre, monsieur A est éligible au pacte du treuil. Ok. On suppose. Disons que cette condition est remplie. Monsieur A, 70%, prend l'engagement collectif pacte du treuil pour donner à un enfant. Il donnera les titres de la société animatrice. Donc sur 7 millions d'euros, 70% de la société. Valeur fiscale de la donation, initialement, on passe de 7 millions à 1 750 000. Tout simplement, on voit avec pacte du treuil à gauche, sans pacte du treuil à droite. On a vite compris l'intérêt de la mise en place d'un tel schéma. En plus de ça, il y a l'abattement de 100 000 euros par enfant et par parent, comme tout à l'heure, mais on peut aussi en bénéficier sans pacte. Mais bon, c'est toujours un point supplémentaire. La part taxable, 1 650 000 face à 6 900 000. Droit payé, 512 678 face à 2 867 000. Et si, en plus de ça, il y a une donation par rapport à quelqu'un qui a moins de 70 ans, on peut éventuellement bénéficier d'une réduction supplémentaire de 50%. Donc, on voit bien là tout l'intérêt fiscal de la donation d'une société holding dans le cadre d'un groupe de sociétés sous le régime du pacte du treuil. Et l'intérêt de s'y prendre de bonne heure aussi. Parce que comme tu disais, avant 70 ans, effectivement, exonération de 50% supplémentaires sur les droits. C'est un leverage qui est quand même assez important entre le cas numéro 1 qu'on a sur notre gauche, pour le coup, et le cas numéro 2 qu'on a sur la droite, avec ou sans pacte du trade. Donc c'est un vrai levier. Et est-ce qu'on peut justement cumuler encore un avantage supplémentaire avec le démembrement de propriété? Parce que là on parlerait plutôt à voir les chiffres de donation en pleine propriété. Est-ce qu'on irait jusqu'à pousser le cheminement avec un raisonnement, enfin une donation notamment uniquement de la nue propriété? Exactement. Mais on peut démembrer les titres de la société holding, comme on en a parlé tout à l'heure, hein, la nue propriété face à l'usufruit. Donc du coup, le donateur conserve l'usufruit, le donataire reçoit la nue propriété, et on voit sur cette slide, sur l'article prévu par l'article 669 du Code général des impôts, que plus l'usufruitier est âgé, plus la valeur de la nue propriété augmente. Donc d'où l'intérêt aussi au plus tôt. Donc on peut cumuler pacte du treuil, démembrement de propriété pour réduire la base imposable, réduction d'impôts avant 70 ans sur les donations, et bon, il y a quand même certaines conditions à remplir, et notamment une condition très spécifique, je me dois d'en parler sur les démembrements de propriété, c'est-à-dire qu'on peut bénéficier de ce régime-là, il n'y a aucun problème, à condition que dans les statuts figure une clause très particulière qui est appréciée très strictement par la jurisprudence, sinon cela remet en cause l'intégralité du schéma. C'est le fait que l'usufruitier a comme pouvoir de vote uniquement le fait de pouvoir affecter les bénéfices, le droit au dividende. Il ne peut pas avoir de droit de vote supérieur à celui-ci. Cette clause est appréciée très strictement. Beaucoup de schémas sont remis en cause uniquement sur les statuts. Donc, bien évidemment, s'il y a un tel projet, il faut nous consulter pour vérifier les statuts.
Bien sûr. C'est vrai que ça fait beaucoup d'avantages. On sait souvent que l'administration fiscale aime bien donner, mais elle aime bien reprendre, ou en tout cas éviter de lâcher un maximum. Et donc c'est pour ça que c'est ultra important d'être bien accompagné de A à Z sur des montages comme ça, parce que je dirais la remise en cause du montage va se faire vraiment dans des petites choses, parce que l'administration fiscale, est-ce qu'on oserait dire qu'elle est très très vigilante sur des schémas comme ça? Ben, après, tout dépend des montants, bien évidemment, mais oui, oui, elle est très vigilante sur les régimes exonérateurs. Elle va regarder, tout simplement prendre l'article 787b, regarder la jurisprudence et la doctrine pardon, administrative. Elle va vérifier que l'ensemble des conditions sont strictement respectées. Une seule des conditions fait défaut et elle remet en cause l'ensemble du dossier avec intérêt de retard calculé à 0,2% par mois de retard jusqu'à la proposition qui rectifie. Et du coup, 10% de majoration, ça c'est en général le forfait classique. Et si en plus de ça, elle se rend compte que vous avez organisé le fait, que vous saviez, si elle arrive à prouver que vous saviez que vous n'aviez pas droit au régime du pacte du treuil, mais que vous l'avez quand même appliqué, elle appliquera des majorations de 40% pour manquement délibéré. Donc, ça peut faire très mal. Mhm. T'as, t'as déjà eu des remises en cause On a eu des des dossiers comme ça? Ouais. causes qu'on a réussi à justifier. Bravo. Euh, Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un montage de FBO, donc de Family Buyout avec Soult. Si on revient un petit peu sur ce schéma-là maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que ça avait l'air quand même assez intéressant, notamment pour équilibrer Alors, entre les héritiers. là, on ne parle pas que du dispositif fiscal, mais c'est plus du dispositif holding, organisationnel et surtout donation-partage, transmissif. C'est-à-dire on prend un exemple plutôt, ça sera peut-être plus simple. C'est si on a un chef d'entreprise, on va dire qui détient 100% des titres de sa société. Il a deux enfants. Sa société vaut 500, par exemple, 500 000 euros. Euh, il veut bien évidemment donner cette entreprise, mais seul l'un de ses enfants veut prendre la succession dans son entreprise. Donc, il fait une donation partage avec Soult, c'est-à-dire qu'il va donner son entreprise sous le régime du pacte du treuil parce qu'on considère que l'ensemble des conditions sont remplies. Et du coup, il va donner 500 000 euros à charge pour cet enfant de rembourser 250 000 euros à son autre enfant. Donc, on est dans le cadre d'une donation partage. Comment payer cette soute? Parce qu'au final, on n'a reçu que des titres de société, on n'a pas reçu du cash pour pouvoir payer. Donc, la question se pose, est-ce qu'on fait un emprunt personnel? C'est pas forcément l'objectif, parce qu'après, ben, on est endetté personnellement, on parle beaucoup en ce moment de taux d'usure, c'est pas forcément la priorité, l'endettement personnel. Donc, du coup, on peut faire ce qu'on appelle un apport des titres reçus à une société holding. On en a parlé tout à l'heure, le 150 obétaire, ça peut faire l'objet d'un autre. On apporte en nature les titres de la société d'exploitation à la société holding. Il n'y a pas de fiscalité immédiate sur cette opération. Et la société holding va s'endetter, pour le coup, elle va souscrire un emprunt professionnel pour payer la soult à l'autre enfant, un petit peu lésé à l'initial, mais du coup remboursé. Comment payer cet emprunt bancaire? Ben, là, il faut faire en fonction des prévisionnels, on va dire, de la société d'exploitation, mais généralement, on prévoit ce genre d'opération s'il y a une vocation au dividende dans le prévisionnel, s'il y a on va dire, du cash, un résultat positif assez important sur plusieurs années, on va dire en fonction des perspectives d'avenir. Pourquoi? Parce que du coup, le résultat va remonter dans la société holding, quasiment net d'impôts, parce qu'il y a une disposition qui s'appelle le régime Murphy, article 145 du Code général des impôts, qui permet de faire remonter les dividendes à la société holding avec une seule quote-part de 5% à réintégrer à l'IS de la société holding, donc ça coûte vraiment très peu en termes de Non, il n'y a pas fiscalité. trop de frottement, effectivement. C'est très très faible, extrêmement faible. Alors que si on se verse des dividendes à titre personnel, on a la flat tax à 30%. Mhm. La société holding va pouvoir rembourser son emprunt avec ces dividendes-là, tout simplement. Donc ça, ce schéma, c'est le FBO, Family Buyout, qui est, on va dire, dupliqué sur les familles, mais on peut très bien le mettre en place sur d'autres schémas, comme, on va dire, des LBO pour pouvoir se racheter à soi-même, ou des OBO pour pouvoir racheter une société tierce. Ce schéma, on va dire, est plus organisationnel, mais ça permet de bénéficier de l'activité du treuil. Alors, la question qui peut se poser, c'est on a un engagement collectif de conservation, pardon, individuel de conservation après la transmission.
Pourtant, on fait un apport de titres et la société holding devient propriétaire. Exactement. Quid de l'engagement individuel? Mais là, on a une disposition particulière prévue par les textes disant que, on va dire, la société holding se substitue dans l'engagement individuel. Par contre, l'apporteur qui reçoit des titres de la société holding en contrepartie prend l'engagement de conserver les titres de la société holding. C'est un autre engagement un petit peu dupliqué et interposé. Ah ouais, d'accord. Mais c'est quand même super intéressant parce que c'est vrai que souvent dans les montages, dans les familles, nous on le voit avec certains cas clients, etc., bah, il y a peut-être un qui veut reprendre, qui veut être dans la boîte, pas les autres, etc. Et c'est vrai que c'est des problématiques qui sont assez récurrentes entre guillemets. Et bien entendu, les parents ont vraiment envie bah, de maintenir l'équilibre dans la famille. Et c'est une très très bonne solution ce type de montage pour pouvoir justement équilibrer. Donc c'est assez intéressant effectivement. Merci de nous avoir partagé ce petit montage. Avec plaisir. Je reviens juste sur un petit point. Au tout début de la présentation, tu nous as dit que le pacte du travail pouvait fonctionner en famille et aussi avec des tiers. J'ai mal compris parce que là on parle beaucoup de transmission intrafamiliale entre guillemets. Et en quoi le pacte du travail pourrait fonctionner avec des tiers? On peut donner à des tiers, c'est juste que les droits d'enregistrement. Alors déjà, ça se fait pas. Logiquement, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'on donne très rarement à des tiers, tout simplement. Et puis les droits sont complètement différents en termes de pourcentage quand on donne à des tiers, qui sont de l'ordre généralement de 60%. Donc, Oui. on peut mettre en place le régime du pacte du travail, mais sur le reliquat, c'est-à-dire les 25 autres pourcents, Boum. une fiscalité particulièrement élevée, malgré tout. Donc, de un, c'est très rare qu'on donne à des tiers, on veut donner généralement à ses enfants. Pourquoi? Parce que face à l'opportunité de céder et d'obtenir du cash, le choix est généralement rapidement fait. Et puis en plus de ça, la fiscalité de donation, de droit de mutation à titre gratuit à des tiers est particulièrement élevée. Confiscatoire. Ok, top. Merci pour ce petit éclaircissement. On arrive quand même sur la fin de ce webinaire. Une notion, souvent, juste pour faire un focus, parce que bah, dans tous les montages comme ça, dans les gros avantages fiscaux qu'on peut aller chercher, hein, y a eu une petite réforme ou une grande réforme à voir, mais en tout cas, il y a eu une réforme de la notion d'abus de droit en 2019 bah, pour éviter un petit peu vraiment de se consacrer à mettre en place des montages qui vont chercher des gros leviers d'économie d'impôt. Et tout ce qu'on a pu voir ce matin n'est pas soumis à cette notion d'abus de droit. Alors, la notion d'abus de droit, jusqu'au 31 décembre 2020, l'administration fiscale pouvait mettre une procédure d'abus de droit contre tous les montages qui avaient un but exclusivement fiscal et qui n'entraient pas dans l'esprit que le législateur voulait donner au texte. Mais la notion principale, c'est le terme d'exclusivement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on faisait un montage qui avait une autre finalité qui soit fiscale, par exemple patrimoniale ou de transmission, on pouvait échapper à la procédure d'abus de droit. Il y a eu une réforme votée en 2019 et mise en application depuis le 1er janvier 2021. C'est très récent et on n'a pas de recul d'ailleurs là-dessus, disant que maintenant l'administration fiscale est susceptible de procéder à la procédure d'abus de droit, qu'on appelle le mini-abus de droit, pour tous les montages qui n'ont plus un but exclusif, mais principalement. Donc de exclusif, on est passé à principalement. Parce que ça change beaucoup de choses quand même. Ça change énormément de choses. Et on marche un petit peu sur des œufs là-dessus parce qu'on n'a pas l'antériorité de la jurisprudence, forcément. L'administration fiscale est en droit de mettre en place cette procédure depuis le 1er janvier 2021. Nous sommes mi-2022. Les procédures sont longues. Et surtout, il faut se baser sur des jurisprudences au moins de cours d'appel et de Conseil d'État, du Conseil d'État pour pouvoir avoir quelque chose de véridique, pour pouvoir vraiment s'en prévaloir. Et pour le moment, on ne sait pas trop si certains montages vont être retoqués ou pas. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, tout ce qu'on vient de dire, si l'ensemble des conditions sont remplies, on reste sur une optimisation qui est tout à fait légale, dans la mesure où ça rentre dans un esprit transmissif. Donc, fiscalité, oui, bien sûr, ça y est, mais au départ, c'est quand même pour transmettre à ses enfants, c'est pour favoriser la croissance, favoriser le développement aussi via les sociétés holding. Alors,
sachant que l'administration fiscale s'est quand même prononcée sur un point, les démembrements de propriété de titres ne seront jamais remis en cause via la procédure de mini-abus de pouvoir. Donc on commence à avoir un petit peu quelques informations. Ah, c'est bien ça déjà comme nouvelle. Parce que pendant un moment, il y avait un petit flottement justement par rapport à ça. Ils se sont engagés là-dessus, mais pour le moment, on attend quand même un petit peu plus de matière à ce niveau-là, un peu plus de légalisation. Okay. On est obligé de vous en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce qu'on vient de dire, si tout est strictement respecté, il n'y a aucun risque de remise en cause. Mais s'il y a des schémas un petit peu douteux, forcément, on se doit de vous avertir du risque de cette remise en cause. Et le risque, il est forcément financier, c'est la remise en cause du dispositif, les intérêts de retard et les majorations. Ok, effectivement, c'est pas rien vu les montants en jeu. Très bien. Ben, il me semble qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur le pack du Trey effectivement et le montage qu'on pouvait voir notamment au travers de sociétés holding, etc. C'était une première. J'espère qu'effectivement vous avez trouvé de l'intérêt à ce qu'on partage, des informations sur des notions effectivement qui sont très importantes. Vraisemblablement, on fera du coup un prochain webinaire sur le 150 OBTR, qui sait. Peut-être rendez-vous à la rentrée pour ça, mais voilà. Si tu avais un mot de la fin, Lucas, pour clore ce webinaire. Le mot de la fin, c'est réfléchir. C'est plutôt une phrase. Il faut particulièrement réfléchir à ce genre de dispositif tôt, parce que les délais courts, les délais d'application sont longs. Donc voilà, vous avez devant vous, par écran, deux professionnels du pacte du trade, du droit et du chiffre. Donc n'hésitez pas à nous consulter si vous rencontrez ce genre de problématiques ou d'opportunités. Super. Eh ben, merci à tous. On reste à votre disposition, effectivement, Lucas et moi, pour si vous avez des questions d'organisation patrimoniale, de réflexion, de transmission, de questions supplémentaires, effectivement, sur le pack du trade et ce qu'on a pu voir ce matin. Il y aura un replay. Le webinaire a été enregistré, du coup, donc vous recevrez automatiquement le replay de ce webinaire et on vous enverra également le support de présentation. Voilà, pour que vous puissiez relire au besoin attentivement ce qu'on a pu se dire ce matin. Lucas, merci pour cette intervention. C'était très sympa de faire ce webinaire avec toi. Et effectivement, qui sait, peut-être rendez-vous à la rentrée pour un nouveau webinaire sur le 150 OBTR. Avec le plus grand plaisir. Merci Philippe. Bonne journée à tous et merci pour votre écoute. Bonne journée. Au revoir.